Bonjour tout le monde. Donc, à l'ordre, s'il vous plaît. La Commission de l'aménagement du territoire reprend ses travaux cet après-midi. Alors, je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques, s'il vous plaît. Alors, cet après-midi, nous allons poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi 97, loi visant principalement à moderniser le régime forestier. Cet après-midi, nous allons entendre 3 groupes. Nous allons commencer avec Unifor Québec, suivi de la Centrale des syndicats démocratiques, et nous terminerons l'après-midi avec la Fédération de l'industrie manufacturière, CSN. Pour tout de suite, je vous rappelle que les interventions sont de 10 minutes par exposé. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Cloutier et Monsieur Lavigne. Content de vous voir, Monsieur Cloutier. Alors, donc, vous disposez d'une période de 10 minutes pour votre présentation et par la suite, nous allons procéder avec les échanges avec les groupes parlementaires. Alors, d'entrée de jeu, je vous invite à vous inviter et à commencer votre présentation. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui et de nous donner l'occasion de contribuer à vos travaux entourant le projet de loi 97 et plus largement la réforme du régime forestier du Québec. Je me présente, Daniel Cloutier, directeur québécois du syndicat Unifor. Je suis accompagné de M. Simon Lavigne, représentant national au service de la recherche. Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Nous représentons près de 320 000 membres, dont 55 000 au Québec, et près de 14 000 qui œuvrent dans les filières forestières partout au Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'à la Gaspésie. Nos membres travaillent à toutes les étapes de la chaîne forestière, de la sylviculture aux produits finis, en passant également par les pompiers-pompières de la Sopfeu. On peut dire sans exagérer que les travaux qui se déroulent ici aujourd'hui les concernent à plus d'un titre. Après plus de 10 ans d'application du régime actuel et à la lumière des transformations du secteur, Unifor reconnaît la nécessité d'une réforme du régime forestier. Nous avons salué dès le départ la volonté gouvernementale de moderniser les dispositions en place dans une optique de durabilité économique, sociale et environnementale. Nous reconnaissons également que les entreprises forestières ont besoin d'un cadre normatif prévisible, stable et cohérent. Sans cela, impossible de planifier, d'investir ou de maintenir des chaînes d'approvisionnement fiables. La réforme de 2013 avait introduit des améliorations importantes, notamment sur le plan environnemental. Mais la centralisation accrue de plusieurs fonctions a parfois nui à la cohérence sur le terrain et a contribué à une hausse continue des coûts qui affectent la compétitivité du Québec face à d'autres provinces comme l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, pour ne nommer que celle-ci. Les défis économiques aujourd'hui appellent à une réponse plus large. Nous faisons face à un contexte difficile, c'est-à-dire faiblesse des prix sur les marchés, incertitude géopolitique, guerre commerciale avec les États-Unis. Dans ce contexte, la stratégie industrielle forestière doit être repensée. Elle doit intégrer l'innovation, la diversification et s'appuyer sur des politiques publiques ambitieuses. Pour nous, ces dimensions sont indissociables de la réforme du régime forestier, je m'excuse. Par ailleurs, les usages de la forêt se diversifient. Elle ne sert plus seulement à produire du bois. De plus en plus d'acteurs revendiquent un droit de regard sur sa gestion. Cela appelle à des mécanismes de concertation renforcés si on veut assurer la prévisibilité et l'acceptabilité sociale. Nous faisons également face à des obligations environnementales croissantes. La réponse du déclin des populations de caribous, par exemple, les cibles de 30 d'aires protégées d'ici 2030 et des réglementations internationales plus contraignantes. Aucune réforme ne peut être crédible si elle néglige ces aspects. Et surtout, aucune réforme ne peut être durable sans un engagement sincère avec les Premières Nations. À défaut, nous verrons se multiplier les blocus, les tensions, les pertes économiques et une détérioration de la réputation du Québec à l'international. Nous appelons à une réforme tournée vers l'avenir,
mais qui reconnaît aussi les acquis du passé. Le projet de loi 97 en l'état nous apparaît déséquilibré. Trop peu de voix ont été entendues dans sa conception et le processus de consultation tel que mené jusqu'ici a compromis sa légitimité. Face à ce vide, les organisations syndicales ont pris l'initiative d'agir. Elles ont organisé à Chicoutimi un sommet sur l'avenir du secteur forestier. Plus de 200 participants y ont pris part. Syndicats, entreprises, Premières Nations, groupes environnementaux, scientifiques, municipalités. Ce sommet a montré une chose claire. Le milieu est prêt au dialogue. Il veut contribuer activement à des solutions. Mais il manque aujourd'hui un cadre institutionnel pour que ce dialogue prenne forme. Notre principal défi à toutes et à tous, c'est de trouver les voies de passage et, ce faisant, de parvenir à protéger les emplois de qualité. Certaines mesures contenues dans le projet de loi peuvent favoriser l'accès à la fibre et alléger les coûts d'opération. Nous en reconnaissons l'intérêt. Mais si ces mesures ne permettent pas, en retour, d'assurer des approvisionnements fiables à moyen et long terme, comme le mettent en doute de nombreux experts, si elles contribuent à un climat de conflit avec tous les autres partenaires du milieu forestier, et si elles nuisent à notre capacité de certification qui nous ouvre des opportunités sur les marchés internationaux, alors nous ne serons pas plus avancés. Merci, Daniel. En ce moment, nous sommes préoccupés par ce que nous voyons. Le transfert de responsabilité vers l'industrie comporte des risques et plusieurs y voient un recul important par rapport à le régime actuel. L'affaiblissement des mesures de consultation et de concertation stratégique, on peut penser à l'abolition des tables de gire, laisse entrevoir une dynamique qui est plus conflictuelle à l'avenir. En principe, nous accueillons favorablement l'idée de zonage et de sylviculture intensive, mais la façon dont on veut s'y prendre est répudiée par le chercheur même qui l'a proposé. Et l'absence de stratégie d'investissement sylvica nous laisse penser que ce qu'on va surtout intensifier, c'est la coupe. D'autre part, l'architecture de gouvernance régionale proposée ne semble pas destinée à permettre une véritable prise en charge régionale. Je pense que ce matin, vous en avez entendu parler aussi. Finalement, la redéfinition de l'aménagement écosystémique est loin de faire l'unanimité parmi la communauté scientifique. Plusieurs y voient un affaiblissement et aussi une surestimation de nos capacités d'intervention en forêt. On se rappelle qu'on fait de la forêt extensive au Québec. On croit qu'il faut trouver un équilibre. Depuis 25 ans, le secteur forestier québécois a perdu plus de 30 000 emplois, des emplois de qualité. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des familles, ce sont des communautés, des économies locales. Et pour nous, il devient inacceptable de continuer à gérer crise après crise sans solution durable. Le temps est venu de sortir d'une logique défensive, de court terme. Le moment est venu d'innover, de transformer et surtout de mieux planifier. C'est pourquoi nous portons aujourd'hui des recommandations concrètes qui, à nos yeux, devraient trouver écho dans cette réforme forestière globale. On parle, par exemple, d'élaborer une stratégie industrielle intégrée qui va miser sur la transformation, la valeur ajoutée et l'innovation. On parle d'adopter aussi, en lien avec ça, des politiques publiques qui vont soutenir l'innovation puis la consommation locale des produits du bois, notamment en contexte de guerre commerciale. On parle de créer un bureau de transition forestière pour décloisonner l'action publique et accompagner le rebond de notre industrie. On parle de mettre sur pied un fonds de transition, parce qu'on sait que ça prend de l'argent, en allant chercher l'argent à Ottawa pour financer la modernisation et soutenir les régions et les travailleurs. On parle de planifier des mesures de soutien équitable et une transition juste pour ces travailleurs et leurs communautés également. On parle d'engager une véritable réconciliation avec les Premières Nations, une réconciliation économique et territoriale pour stabiliser le climat social. On parle aussi de créer des sociétés d'aménagement régional dotées de réels pouvoirs de gouvernance territoriale. On veut aussi favoriser la concertation, notamment en instaurant un Conseil national des partenaires de la forêt pour éviter de se ramasser dans des rencontres puis des sommets ad hoc, avoir vraiment un endroit qui est permanent pour discuter de ces enjeux. Et finalement, on veut déployer un effort sylvicole soutenu, crédible, financé pour réussir une intensification réaliste, et le mot est important, réaliste, sur le territoire. Finalement, on veut aussi évidemment maintenir la biodiversité. C'est le socle de la résilience de la forêt face au changement climatique. On ne peut pas passer à côté de ça. Donc, en conclusion, on ne vient pas ici pour défendre le statu quo.
On vient pour affirmer notre volonté de construire une réforme durable, équilibrée, crédible, une réforme qui va permettre aux Québécois et aux Québécoises, aux travailleurs et aux travailleuses de continuer à vivre dignement de la forêt pour les 50 prochaines années et au-delà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Cloutier, M. Lavigne. Nous allons débuter les périodes d'échange avec la partie gouvernementale. Madame la ministre, vous disposez d'un bloc de 16 minutes 30. Merci, M. le Président. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Il s'est dit beaucoup de choses sur la place publique, puis je pense que c'est important que je vous nomme les objectifs que j'ai derrière le projet de loi, mais surtout pourquoi je fais les ajustements qui sont nécessaires. Moi, je pense aux travailleurs, à vos membres, ceux qui, comme vous le dites, sont dans la forêt, ceux qui sont des conjoints de d'autres, qui travaillent ailleurs, dans nos régions. Fait que ce que vous nommez aujourd'hui, là, je partage exactement les mêmes objectifs que vous. Je tiens à vous le dire parce que beaucoup de choses ont été dites et sans fondement nécessairement réel, parce que pour moi, si je veux une meilleure prévisibilité sur le long terme, un équilibre entre protection de biodiversité et activité économique liée à la forêt, c'est parce que je pense, moi aussi, aux pertes d'emplois des dernières années. Je pense à nos communautés forestières qui se dévitalisent, pardon. Puis c'est à ça que c'est ce qui drive, c'est ce qui dirige mes objectifs derrière le projet de loi. Fait on partage les mêmes objectifs. Je pense que dans les échanges que vous avez eus avec mon équipe, ça vous a été nommé. Donc, soyez rassurés sur cet élément-là. Puis, ce que j'entends depuis plusieurs mois, on a fait de nombreuses consultations et je sais que vous avez participé aux tables de réflexion sur l'avenir de la forêt de vos membres aussi partout au Québec. Plus de 1000 participants. Le statu quo, il est plus possible, puis je le sais, là, on le voit, avec en plus l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, le conflit du bois d'œuvre qui perdure et qui va s'amplifier dans les prochains mois, il est urgent d'agir. Donc, suite aux consultations, nombreuses consultations, aujourd'hui, il est important d'avancer pour sécuriser des emplois dans nos régions. Pour moi, puis pour notre gouvernement, c'est névralgique. Fait que je pense à vos travailleurs, soyez-en assurés. Le contexte difficile amène, oui, à vouloir travailler une stratégie industrielle, pas juste travailler. Il y a du financement dans le budget que vous avez vu également. Alors, les équipes sont à pied d'œuvre en ce moment parce qu'effectivement, projet de loi, c'est une chose. Améliorer un environnement d'affaires, de prévisibilité puis d'aménagement pour permettre d'avoir une sécurisation, disons, des activités économiques liées à la forêt. Mais ça prend une stratégie aussi chiffré, monétaire. Et ça, mon équipe est à côté, là, mais on y travaille ardemment. Le plus tôt possible, on vous souhaite vous présenter, mais ça va inclure, bien sûr, deuxième, troisième transformation, innovation. La filière forestière, elle a déjà entamé ce virage-là, et vous le savez, mais on peut donner un coup de pouce encore plus grand pour que ce secteur-là demeure un secteur intéressant, puis valorisé, puis que ça reste une fierté pour les Québécois. Pour moi, c'est vraiment important. Puis j'habite une région forestière. Vous êtes probablement dans une région forestière où vous y allez assez régulièrement. Les gens sont fiers de comment on fait les choses en forêt. Puis on va demeurer avec un forestier en chef qui est là pour surveiller la possibilité forestière. Fait que quand vous parlez d'investissement sylvicole, sylviculture intensive, là, c'est des sommes colossales que que je suis allée chercher dans les dernières années aux finances pour pouvoir financer des travaux sylvicoles. Puis je voudrais éviter que ces sommes-là soient investies sans qu'on s'assure d'avoir une pérennité pour les activités économiques aussi liées à la forêt, en lien avec ces investissements-là. C'est long à pousser un arbre, hein? Puis moi, je pense pas à court terme, je pense pas à ma prochaine élection. Je pense à dans 30, 40, 50 ans, quand ces investissements-là vont être encore en forêt pour que ça serve aux gens des forêts. Fait que je voulais commencer par ça. J'ai une question à vous poser par rapport à justement la stratégie industrielle, parce que c'est des choses qui reviennent là, dans ce que j'ai noté, là, que vous aviez partagé autant dans les tables de réflexion sur l'avenir de la forêt que sur le projet de loi. Vous parlez de deuxième, troisième transformation. En fait, je voulais juste comprendre comment vous voyez la place de la filière forestière, l'ensemble des activités économiques liées à la forêt dans le cadre de cette stratégie-là. Bien, je peux commencer, puis tu compléteras, Simon. Je vous donne un exemple. Les technologies et les connaissances actuelles permettent de bâtir des édifices jusqu'à 18 étages de haut en poutres de bois et en produits du bois.
On a des entreprises au Québec, d'ailleurs, qui se démarquent dans la production de tels produits et qui pourraient encore aller plus loin. Et il pourrait y avoir d'autres joueurs aussi qui sont intéressés. Donc, dans le cadre d'une politique industrielle, notamment, on pourrait favoriser et modifier peut-être d'autres règlements, inciter la régie du bâtiment, inciter les architectes à rentrer beaucoup plus de composantes de bois dans les buildings. Et ça peut donc s'inscrire dans une nécessité qu'on a de bâtir plus de logements au Québec, faire face à la pénurie de logements, se dégager des marchés et développer de la technologie qui pourrait par la suite être exportable. Donc, c'est le genre d'exemple. Maintenant, bien, ça se multiplie par les biocarburants, les biocarbones ou les biocharbons. Ça se multiplie également des projets comme Domtar à Gatineau actuellement qui transforment l'usine à papier en usine à carton. Ce faisant, ils vont utiliser 100% de la matière recyclée, donc ils vont libérer de la fibre peut-être pour d'autres projets. Et ils vont aussi réduire le coût énergétique en libérant une cinquantaine de mégawatts pour retourner sur le marché. Donc, c'est pour nous une politique industrielle innovante, audacieuse et mobilisante. Bien, ça peut créer cet engouement-là et c'est toute la motivation de nous donner la raison de pourquoi est-ce qu'on veut le faire et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on réussisse. Simon? Je rajoutais à ça, on est très conscient du fait qu'on a une structure industrielle donnée qui est axée sur l'exportation, puis la première transformation, elle est essentielle, elle est partie intégrante de ça. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on veut remplacer complètement cette dimension-là par quelque chose qui est de la transformation. On n'est pas là. Ce qu'on veut puis ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les modèles d'affaires des entreprises qui réussissent, c'est des modèles qui intègrent différentes cordes à leur arc. Puis on pense que ça, c'est quelque chose qu'une politique industrielle peut pousser, peut aider. Puis de l'autre côté, bien, on voit que ça va prendre quelque chose de plus que de l'exemplarité gouvernementale. Ça va prendre quelque chose de plus que de la bonne volonté pour aller utiliser du bois. Et on croit que là-dessus, il y a vraiment une ambition. Il y a une détermination dans l'action gouvernementale plus forte qui pourrait advenir et qui pourrait supporter des emplois de qualité. Et c'est des signaux que le gouvernement peut envoyer. On est un peu dans une situation où on pense qu'on ne peut plus simplement laisser certains acteurs privés un peu dicter la marche. On croit que le gouvernement ne va pas aller nationaliser ou faire le travail à la place des entreprises, mais il peut envoyer vraiment des signaux en termes industriels, des signaux de vers où il veut aller, comment il veut transformer la fibre, des signaux à long terme. Puis il peut aussi offrir des facilités, puis mobiliser des acteurs financiers, comme par exemple les fonds de travailleurs, qui sont déjà impliqués énormément en foresterie, qui peuvent aussi davantage jouer un rôle là-dessus, puis on les a rencontrés. Je pense qu'il y a un intérêt aussi de ce côté-là. Donc, pour nous, c'est vraiment... Puis ça va, l'arrimage entre la régime... On comprend que le régime, puis la pièce législative ici, puis le 97, c'est pas là nécessairement qu'on parle de politique industrielle. On comprend très bien. Mais pour nous, il est essentiel qu'il y ait un arrimage puis qu'il y ait une réflexion entre les deux. C'est ce qu'on a dit d'entrée de jeu à partir de février 2024 à Chicoutimi, toutes les centrales syndicales réunies. On a dit, on veut parler de stratégie industrielle et de réforme du régime, d'aménagement ensemble. On croit que c'est une discussion qui mérite d'être abordée de façon cohérente, les deux en même temps. Bien, effectivement, puis c'est pour ça que je vous pose la question aujourd'hui, parce que je sais que ça fait partie de vos demandes, c'est dans le mémoire. Fait que cette discussion-là, je suis contente qu'on va pouvoir la poursuivre. Là. Moi, j'y travaille, je vous le dis, les équipes sont à pied d'œuvre. D'ailleurs, ça devrait commencer bientôt, les consultations hors ministère. Là. Fait que c'est certain qu'on va parler au terrain puis s'assurer qu'on va consulter les parties prenantes pertinentes et intéressées. Juste vous mentionner Sécobois, qu'on a renouvelé le financement, qui est l'outil qui permet de calculer l'impact des GES, encourager l'utilisation du bois. Fait que ça, on est toujours aligné vers cette mesure qui est vraiment importante avec le programme aussi d'innovation de la construction en bois. En tout cas, plusieurs programmes existants. J'ai une question pour vous. Dans votre mémoire, vous soulevez l'importance que vous accordez à l'accréditation syndicale, à savoir qu'elle ne soit pas impactée par le projet de loi 97. J'aimerais ça comprendre, avoir un exemple de changement issu du PL, du projet de loi, qui aurait un impact négatif sur vos accréditations. On est en train de l'étudier comme il faut, cet aspect-là, et peut-être qu'on aura des revendications particulières, mais actuellement, les travailleurs syndiqués en forêt, les entrepreneurs forestiers et tous ceux, et les membres de leur équipe, l'accréditation va avec le détenteur de l'AGA.
Et là, comme il y a abolition de l'EGA et transféré sur une... c'est quoi le terme? Titulaire de licence. Ben, on va vouloir s'assurer que les accréditations syndicales qui étaient sur une GA donnée suivent le titulaire de licence. Ce que ça évite, par exemple, si je prends l'exemple de Domtar, qui ont des garanties d'approvisionnement, Domtar peut faire affaire avec plusieurs dizaines, voire dans certains cas centaines d'opérateurs forestiers. Et le régime fait en sorte que ces gens-là sont syndiqués, mais sont aussi propriétaires d'une machine. Donc, vous avez quelqu'un qui va acheter pour 4 ou 5 millions de dollars d'équipement, une abatteuse, une débusqueuse, un chargeur, et il va avoir des membres de son équipe. Tous les gens sont payés en fonction de la convention collective. Ils ont les régimes de pension, les avantages sociaux prévus par la convention collective. Mais le propriétaire, lui, à la fin, reçoit aussi des compensations par le détenteur de la GA pour essence, machinerie, etc. Et là, on comprend qu'il dégage un certain profit pour financer ses emprunts, mais également pour son usage personnel. Et ce régime-là, donc, on souhaite qu'il demeure, puis on souhaite que ça n'en vienne pas une situation où les accréditations syndicales tomberaient parce qu'on a changé la structure des donneurs d'ouvrage au niveau de la forêt. OK, merci, ça précise. En fait, le principe du projet de loi, là, c'est s'assurer d'avoir des zones de conservation qui vont aussi se permettre d'avoir des zones d'aménagement forestier prioritaires pour, comme je disais, trouver l'équilibre. Il y aura toujours la zone multi-usage. J'aimerais, vous avez nommé là, que ça, c'est un principe qui peut être intéressant, considérant là, qu'on veut sécuriser des emplois, bien sûr, forestiers, autant pour l'activité en forêt que pour après ce qui découle de la récolte. Comment vous voyez autrement? Parce que, j'entends que les gens veulent discuter, mais quelles seraient les autres solutions à envisager si on souhaite atteindre à la fois des objectifs de protection de biodiversité, avoir d'autres activités économiques liées à la forêt, chasse, pêche, pourvoirie, etc., récréotourisme, et sécuriser des emplois, parce que vous l'avez dit, là, les emplois périclitent depuis la modernisation du régime actuel, donc le régime actuel. Fait que comment vous voyez ça autrement? Bien, puis tu pourras compléter peut-être, Simon. On souscrit tout à fait au principe de la triade. Maintenant, la différence qu'on voit ou la difficulté qu'on voit, c'est l'ampleur du territoire. Si on prend la Suède ou la Norvège, c'est des plus petits territoires et à peu près 100% de leur forêt est cultivée. Mais nous, on a des territoires qui peuvent être 10 fois la taille de la Belgique. Donc, penser qu'on va cultiver tout ça, bien, actuellement, je ne suis pas sûr qu'on a ni les moyens en ressources humaines, ni les moyens financiers, etc., pour y arriver. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il doit y avoir des zones où on va faire ça. Mais ça ne peut pas être sur un territoire aussi large que 35 ou 30 Il faudrait délimiter à l'intérieur de chaque région des zones où on va faire de la culture intensive, puis peut-être nous ramener à l'ensemble de ces zones-là, l'équivalent de ce que ferait la Suède. Maintenant, une fois qu'on a tout fait ça, bien, il reste encore plein de territoires dans lequel l'aménagement actuel qui est écosystémique va perdurer ou devrait perdurer. Puis je dis ça aussi en précisant que notre expertise à nous, c'est pas tellement l'aménagement forestier ni la compréhension scientifique de tout ça. Ça, c'est-à-dire, on est capable de faire preuve d'intelligence. Donc, on a consulté un paquet de gens, les scientifiques, les spécialistes en la matière. Et, comme je vous dis, c'est beaucoup plus la taille du territoire à couvrir qui nous dit peut-être qu'il faut l'aménager différemment, d'où la composante régionale. Je pense qu'il y a un élément là-dedans où on se questionne. En fait, il y a plusieurs questionnements. Puis, comme le dit Daniel, nous, ce qu'on a fait, on n'est pas des ingénieurs forestiers. On est allé parler avec des ingénieurs forestiers. On est allé parler avec différents intervenants, différents usagers du territoire. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des enjeux au niveau de l'harmonisation, évidemment, des utilisations en forêt. Il y a aussi des enjeux au niveau de la détermination de ces zones-là, puis du séquençage par rapport, par exemple, aux zones de conservation. Qu'est-ce qui va être fait avant, après? Puis on entend des gens nous dire, il faudrait y aller un petit peu
tout en même temps. On ne peut pas commencer à dire, on prend 30 et voilà, c'est du prioritaire. Puis, donc, il y a cet élément-là. Il y a aussi l'élément, puis vous l'avez dit, c'est quand même onéreux faire de la sylviculture intensive. Et là, ça, c'est l'autre élément. On laisse présumer un peu dans le projet de loi qu'on pourrait faire de l'intensif sur 30 du territoire. La réalité, c'est que ça prendrait des investissements en fait, que l'État québécois n'est pas prêt, jusqu'à preuve du contraire, à donner. Donc, à partir de ce moment-là, il faut choisir une portion de territoire qui est raisonnable dans laquelle on peut faire cette intensification-là. Et c'est pas tout à fait clair en ce moment comment on va y arriver. La stratégie d'investissement sylvicole, il y a beaucoup de gens qui mentionnaient que c'était pas clair jusqu'à quel point on va être capable d'avoir un peu la capacité de nos ambitions là-dessus. Donc, et le zonage aussi, en tant que tel, ça amène une rigidité. C'est un autre élément qui nous a été apporté, à savoir, si on détermine que pour 10 ans, mais c'est comme ça que ça va se passer dans tel endroit, bien, on sait que ça change, les changements climatiques, la forêt change, un rythme qui est plus rapide qu'avant. Donc, le zonage aussi, oui, on trouve ça intéressant, mais c'est pas non plus là, une solution, une panacée complète. Donc, sur la base d'un peu du survol qu'on a fait auprès de différents intervenants, différents experts, on en est venu à la conclusion que en ce moment, c'est la crainte qu'on a, puis on espère qu'on se trompe, mais c'est que c'est surtout une intensification finalement de la coupe, puis un certain affaiblissement des mesures de concertation qui sont mises en place dans ce régime-là. On veut donner plus de prévisibilité, mais d'une façon qui est déséquilibrée à l'industrie. Puis faites-nous confiance, là, on veut avoir une industrie qui est en santé, qui est en mesure, avec laquelle on est en mesure de transiger puis d'aller chercher des bonnes conditions de travail, là. On ne veut pas nuire à sa rentabilité. Mais à un moment donné, on sait que sa rentabilité, sa durabilité à long terme, elle va être affectée s'il n'y a pas un équilibre qui est trouvé avec l'ensemble de ces éléments dont je viens de mentionner, que ce soit la conservation, les autres usagers, que ce soit les budgets qu'on peut dédier à l'intensification. On a déjà en ce moment une incapacité à juste restaurer les feux de forêt, les échecs de régénération, etc. Et là, on s'en va dire qu'on va aller faire de l'intensif potentiellement sur 30 du territoire. C'est ça un peu qui est remis en question ici, là. La période est maintenant terminée. Je transfère la parole à l'opposition officielle. Merci, Madame la députée de Mille-Îles. Pour combien de temps, Monsieur le Président? 10 minutes 24. Merci. Merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui. D'abord, on voit dans votre mémoire, là, vous mentionnez qu'il y a eu quand même 30 000 emplois perdus depuis quand même quelques temps, là, mais 30 000 emplois, c'est beaucoup. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'avec une telle réforme, là, celle qui est proposée aujourd'hui dans le projet de loi 97, qu'on va renverser la tendance? Bien, c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit capable de renverser la tendance. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal ni de pensée magique. Est-ce qu'on va créer 30 000 nouveaux emplois dans le secteur dans les prochaines années? Possiblement pas. Mais ce qu'on souhaite, c'est que l'érosion arrête et qu'il y ait... C'est ça, mais la mouture qu'on a ici... Dans là... la mouture actuelle, je vous dirais qu'on n'a pas cette impression-là, puis c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur la stratégie industrielle, parce qu'on croit qu'il y a différents facteurs qui expliquent l'attrition, là. Il y a des éléments de marché, il y a des éléments au niveau des gains d'efficience, il y a de l'automatisation. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont derrière les 30 000 emplois qui ont été perdus. Nous, ce qu'on croit, puis c'est pour ça qu'on juge qu'il faut arrimer à la réforme de l'aménagement une réforme industrielle, parce que les deux, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est ce qu'on dit. Puis ce qu'on veut, nous, c'est atteindre ce plancher-là. On ne l'a pas atteint, on dirait encore, ce plancher. On est toujours en train de perdre des emplois. Encore aujourd'hui, les annonces d'Arbec nous le mettent au visage. Donc, ce qu'on dit, c'est arrimons cette stratégie industrielle-là à une nouvelle stratégie d'aménagement qui est basée sur la science, qui est basée sur les connaissances. Puis ça va nous permettre. Mais en l'état, actuellement, on n'est pas là. Oui, et je voudrais lire un passage de votre mémoire que j'ai trouvé extrêmement éclairant. Le gouvernement cherche à se présenter comme défenseur de l'emploi et du développement régional tout en contournant les débats de fond sur la réconciliation des Premières Nations, avec les Premières Nations, les lacunes en matière de gouvernance forestière et l'élaboration d'une nouvelle stratégie industrielle pour ne nommer que ceux-ci. C'est quand même extrêmement préoccupant, effectivement, quand on lit votre mémoire. Et je voudrais vous féliciter pour avoir participé là, à l'organisation du sommet sur l'avenir de la forêt. De ce que je comprends, mon collègue député de Pontiac était présent et a vraiment apprécié sa présence. Et vous mentionnez dans votre mémoire que vous avez fait ça parce que, finalement,
il y avait un manque, là. La consultation qui aurait dû se faire n'avait pas eu lieu. Peut-être vous nous en parler davantage, là, comment ça s'est fait le avant avec le gouvernement, considérant les ententes de confidentialité, et lors de ce sommet? Bien, je vous dirais, puis on veut quand même s'assurer d'avoir des faits très clairs. Il est faux de dire que le gouvernement n'a pas consulté. Le gouvernement a consulté. Notre principal grief porte sur la façon de consulter. Il y a une façon d'établir une concertation stratégique structurée et c'est excessivement lacunaire ce qui a été mis en place au cours de la dernière année. Et l'étape de réflexion, c'était une chose, mais une fois le rapport final dévoilé en juin, jusqu'à des courriels qu'on a reçus qui demandaient de signer des ententes de confidentialité extrêmement restrictives pour voir finalement un deck de 8 pages avec très peu de détails sur les orientations, c'est là que nous, on a un problème. Si le gouvernement avait mis au jeu ces orientations, qui nous ont été dévoilées à huis clos en novembre, qu'on avait pu avoir un exercice de concertation stratégique sur ces orientations-là, je pense qu'on ne serait pas dans une posture aussi critique. Et c'est ça que nous décrions, surtout. Et c'est pas, je vous dirais, ça percole l'ensemble de l'action du gouvernement actuellement. On le voit dans d'autres dossiers. C'est quelque chose puis on l'a écrit dans le mémoire, on a dit, au-delà de toutes les recommandations qu'on peut formuler, là, spécifiques au projet de loi 97, on leur demande de revoir leur enlignement en ce qui concerne la concertation stratégique avec les partenaires de la société civile. Ça aiderait grandement. Mais pour le dialogue social, oui, le sommet a été fait dans l'optique de pallier ces lacunes-là. Puis on pense qu'avec les 200 personnes qui ont participé, ça a donné l'impression qu'il y avait pas mal de monde qui avait pas mal de choses à dire. Oui, et de ce que je comprends, c'est que lors du sommet, les groupes ont pu se parler, Oui. ce qui n'était pas possible précédemment. Donc, oui, il y a eu des consultations du gouvernement, mais il n'y avait pas possibilité d'échanger avec les autres groupes, là. C'est bien ça. Peut-être vous mentionnez, et ça, je me suis posé une question, là, vous mentionnez dans votre mémoire, on laisse actuellement miroiter une proportion de 30 %. Et là, vous parlez, je pense, d'investissement en sylviculture, mais la capacité effective ne serait d'à peine 5 % et encore. Est-ce que vous pouvez détailler? Parce que nous, on nous dit qu'actuellement, il y a 30 % là, qui est reboisé, puis qu'on cultive, là. Jardine. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Si on prend 30 % de la forêt publique québécoise, c'est immense comme territoire. Donc, est-ce qu'on peut raisonnablement, avec les moyens financiers et les ressources humaines qu'on a, cultiver 30 % de notre territoire? On pense que c'est pas réaliste. À cette heure, 5 % de notre territoire, qui fait quand même 5 % de notre territoire une zone plus grande que la Norvège, là, bien, ça, c'est peut-être plus accessible. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a des réserves. Et donc, si on permet à des entreprises d'intensifier la coupe sur 30 % du territoire, en se disant il y aura sylviculture associée pour compenser ça sur 30 % du territoire, bien, on a hâte de voir les budgets, parce qu'on a l'impression que ça va en prendre beaucoup plus de centaines de millions de dollars que ce qui est annoncé aujourd'hui, là. C'est ça. Mais actuellement, est-ce qu'on met l'argent ou est-ce qu'on fait ce qu'on devrait faire pour qu'actuellement la forêt se régénère actuellement? Ou est-ce qu'on est déjà en déficit là, On est déjà en déficit. On est en déficit. Puis, encore là, on n'est pas des experts en sylviculture, mais quand on parle à des experts en sylviculture, ce qu'ils nous ont dit, puis c'est de là que la formule de 5 % vient, c'est que déjà 5 % ce serait majeur. Puis, on s'entend, on va le rappeler, on a des enjeux sérieux de main-d'œuvre en sylviculture. On a une perte de main-d'œuvre, déficit d'attraction-rétention qui est immense. Puis ça, c'est même pas les budgets, là. Donc, on peut avoir tous les budgets du monde si on n'a pas la main-d'œuvre pour les faire, ces travaux-là d'intensification. On va avoir un problème. C'est d'où cette idée de dire, est-ce que c'est 2, 3, est-ce qu'on peut se rendre à 5? Nous, les gens qu'on a consultés nous ont dit que déjà à 5, c'est énorme. OK. Donc, le 30 % est peu probable, effectivement. Il y a quand même une bonne portion de votre mémoire qui traite des relations avec les Premières Nations. Vous y donnez une importance quand même capitale là, dans votre mémoire. On a entendu des représentants ce matin. Pourquoi c'est aussi important pour vous? Peut-être nous l'expliquer.
prévisibilité de l'accès à la fibre et prévisibilité de l'emploi, bien, actuellement, là, il y a beaucoup de la réalité du conflit avec les Autochtones qui explique les annonces d'Arbec aujourd'hui, pour avoir discuté, nous, avec l'entreprise. On a déjà des travailleurs dans le coin de Girardville, au nord du lac, qui sont empêchés d'aller travailler à cause de blocus autochtones dans ce cas-là. Sur la Côte-Nord, c'est plus des avis d'éviction. Donc, Arbec a décidé de ne pas provoquer un affrontement, donc a accepté l'avis d'éviction. Girardville, c'est un blocus. À la Syrie, il y a pour à peine 3 semaines de bois dans la cour. Donc, si ça se prolonge dans 3 semaines, ce ne sera pas juste les récolteurs qui vont être sans emploi, ça va être aussi les gens de l'usine. On coupe du bois d'œuvre. Plus de bois dans la cour, on coupe plus de bois d'œuvre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de résidus, plus de copeaux, plus de brins de scie. Donc, éventuellement, ça va arrêter une usine à papier quelque part. Et donc, si on veut véritablement parler de prévisibilité de l'emploi et de la ressource, il faut éviter qu'il y ait des tensions comme ça. Il y en a eu l'année passée dans la Haute-Mauricie, dans le Lac-Saint-Jean. Là, on en annonce encore plus cette année, ce qu'on souhaite. Donc, c'est des ententes durables pour éviter ça, puis de ne pas se demander de saison à saison, moi, s'il faut aller bûcher ou pas. Donc, pour préserver les emplois à long terme, il faut que les Premières Nations se sentent partie prenante, et plus que ça même, parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils voudraient co-créer le projet de loi. Là. Donc, pour vous, là, c'est une évidence qu'il faudrait qu'il soit beaucoup mieux Il faut impliqué. rétablir le lien de confiance, c'est ce qu'on voit. Puis le pourrissement de ce lien-là actuellement fait en sorte qu'on a des craintes très, très élevées sur les tensions qui pourraient émerger dans différents blocus. On ne se cachera pas, quand tu te fais mettre à pied, ça peut faire remonter toutes sortes d'émotions chez nos membres qui ne sont pas toujours calculées. Et donc, on est extrêmement inquiet du développement. Puis ce qu'on dit, c'est qu'il faut rebâtir ce lien de confiance-là. Puis c'est pas un hasard, puis je tiens à le mentionner, le sommet qu'on a organisé, c'est la première fois qu'on réunissait aussi les Premières Nations, le mouvement syndical forestier. Donc, on voulait avoir une politique de main tendue. On n'a pas la prétention qu'on a les solutions, qu'on sait exactement tout ce qu'il faut faire, mais on se dit on va au moins leur envoyer un signal très clair, très, très sans embâche. Puis les recommandations qu'on a mises dans le cadre de la plateforme qu'on a soumis durant le sommet, elles ont été révisées et regardées par des gens issus de ces communautés-là. Donc, ce n'est pas des personnes qui les ont écrites qui étaient à l'extérieur de tout ça. On a eu ce souci-là. Puis ce qu'on croit, c'est qu'il faut bâtir ce lien-là. Si on ne bâtit pas ce lien-là, on va détruire la prévisibilité, on va détruire l'environnement d'affaires à terme. Et il faut commencer ça maintenant, là, à bâtir ça pour le futur. Mais ce n'est pas une mince tâche. Puis peu importe qui serait en position gouvernementale, on reconnaît que ce n'est pas une mince tâche à réaliser, mais il faut s'y atteler avec la bonne foi la plus évidente possible dès maintenant, depuis hier, finalement. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à la deuxième opposition. Monsieur le député de Laurier-Dorion, vous disposez de 3 minutes 28. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Merci beaucoup d'être là. Si je comprends bien votre propos, l'absence de prévisibilité provient surtout de la contestation qui existe dans les différents territoires sur le sujet de la forêt. Et vous nous dites, et c'est ce que je voulais confirmer, que les projets de loi 97 va aggraver cette situation-là. Donc, ça va susciter davantage de conflits. Est-ce qu'il va mettre encore davantage en péril la prévisibilité? Bien, c'est pas le seul facteur. On ne prétend pas que les difficultés avec les Premières Nations sont le seul facteur qui impacte la prévisibilité. Il y en a d'autres, des données de marché, par exemple, l'aménagement régional, des fois des difficultés reliées à ça. Bon, bref. Par contre, évidemment, la question autochtone est une question centrale qui affecte grandement la prévisibilité des enjeux. Et quand on est confronté à des blocus, bien évidemment, ça, c'est la pire des situations. Nous, on ne pourra pas garder, je dis on ne pourra pas garder, mais nos membres ne toléreront pas ad vitam aeternam d'être sur le chômage puis de perdre une saison complète. Fait que là, on essaie d'éviter qu'il y ait des situations de tension. Fait que si une telle situation peut survenir régulièrement,
bien, effectivement, ça affecte la prévisibilité de la rentrée de bois. Et ça, bien, et aussi pour les investissements, dans le sens que ouvrir un nouveau camp forestier, bâtir les chemins, etc., c'est des millions de dollars d'investissement. Donc, qui va investir cet argent-là s'il ne sait pas, dans 2 ans, s'il va y avoir des blocus, s'il y a des contestations, et là, ça retarde énormément l'investissement. Merci beaucoup. J'ai parcouru très attentivement votre mémoire, fort complet. Mais il y a un endroit qui m'a particulièrement intrigué. Vous dites il y a lieu de s'interroger sur les liens étroits qui existent entre certains groupes d'intérêts issus de ces paliers de gouvernement, les milieux industriels et des pratiques de financement qui trouvent leur source dans les coffres même de l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par cette affirmation-là? La référence à ça, c'est un article qui est paru dans la presse sur des liens entre un groupe, le financement et certaines positions par rapport au développement forestier. Et qu'est-ce que ça veut dire plus... Ce que ça veut dire, c'est que, d'une certaine façon, il y a des groupes qui parlent pour les communautés forestières, mais des fois, on se pose des questions sur quel est leur véritable agenda, on va dire, derrière ça, quels intérêts véritablement ils représentent. Et donc, nous, on a questionné ça à partir de l'article qu'on a lu dans la presse. On trouvait qu'il y avait là matière à se poser des questions. Et selon vous, quels sont ces intérêts-là qui sont représentés? Je pense qu'on est dans une logique un peu de statu quo, ou en tout cas une logique qui nous amène à penser qu'on peut continuer à faire comme on a toujours fait. Il faudrait juste pouvoir le faire avec moins de contraintes, puis qu'on va arriver à un résultat qui va être plus de prévisibilité pour les travailleurs, plus d'avantages économiques pour les communautés. Puis c'est pas une vision qu'on partage nécessairement. Il y a encore de ces organisations-là qui, par exemple, vont être très campées à dire, bien, c'est pas vrai que les populations de caribous déclinent, c'est pas vrai que la forêt s'appauvrit, alors que les données scientifiques probantes, pertinentes, consensuelles nous disent, bien, les arbres sont plus petits, il faut aller couper plus loin, le tissu forestier s'affaiblit, les populations de caribous diminuent. Donc, merci beaucoup. Désolé, la période est terminée. Maintenant, je cède la parole au député de Matane-Matapédia pour une période de 2 minutes 38. Merci, M. le Président. Je vais citer directement votre mémoire. L'analyse des choix sous-jacents à la réforme proposée laisse entrevoir une logique essentiellement électoraliste qui compromet la portée structurante et durable du projet de loi. Le gouvernement semble avoir privilégié une stratégie politique à court terme fondée sur une lecture opportuniste des rapports de force plutôt qu'un réel souci d'équilibre entre les parties prenantes. C'est chargé, on en conviendra. Je cherche les motivations du gouvernement. Les Premières Nations nous ont dit ce matin qu'ils étaient contre. Les municipalités sont contre. Les représentants des travailleurs et des travailleuses, ce qui est très noble, parce que j'entends toutes sortes de choses de la part du gouvernement sur les syndicats aujourd'hui, c'est noble aussi. Alors dites-nous, selon vous, si c'est pas pour les travailleurs, c'est pour qui? Bien, je pense, puis on va voir là, au fin des travaux, à peu près les seuls qui actuellement se sont prononcés là, en faveur totalement ou pratiquement totalement, c'est le CIFQ. Donc, la très grosse entreprise. Et dans ce sens-là, bien, je pense qu'on a fait le pari, quelque part, que si la très grosse entreprise était satisfaite, que nécessairement les travailleuses et les travailleurs seraient satisfaits. Bien, ça, c'est sans compter les 30 000 emplois qu'on a perdus, c'est sans compter toutes les crises forestières qu'on vit année après année, 5 ans après 5 ans. Et donc, à un moment donné, ce que les travailleurs réclament, c'est une vision durable à long terme. Pas donnez-moi une dose de sucre, puis là, commencer mon après-midi bien crinqué, mais à 3h30, je suis de même. C'est un peu ça que ça donne comme impression. Et donc, c'est vraiment sur le long terme qu'il faut regarder ça. Là. Merci. 50 secondes. Vous avez terminé. Merci beaucoup, messieurs, pour votre contribution à la commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place. Merci.